Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire très spécial dans lequel nous allons parler d'un sujet majeur et crucial pour de nombreuses entreprises à travers le monde. Ce sujet, c'est la cybersécurité et la cyberrésilience. Pour en parler cet après-midi, je serai accompagné d'un invité tout aussi spécial. Il s'appelle Sax et c'est un hacker éthique. Sax a participé et contribué à la sécurisation de nombreuses infrastructures critiques à travers le monde et il sera avec nous pour partager son analyse éclairée sur la cybersécurité en France et en Afrique. Ce webinaire est un format Ask Me Anything, et donc Sax essaiera de répondre à toutes vos questions sur un sujet brûlant, sur le sujet brûlant qu'est la cybersécurité. Bienvenue Sax. Bonjour Arnaud, bonjour à tout le monde. Tu vas Très bien? heureux, vraiment. Écoute, pas mal. Je t'avoue quand même que cette journée est un peu particulière, mais je vais très très bien et surtout heureux de passer cette heure avec toi et avec tout le monde connecté. Bon, écoute, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très content de co-animer ce webinaire avec toi. Alors pour commencer, en guise d'introduction, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et de comment tu es devenu un hacker éthique? Parcours Arnaud, il est un tout petit peu particulier pour ne pas dire atypique. Honnêtement, au tout début, moi, je n'étais pas du tout prédestiné à être hacker éthique. Déjà, j'avais jamais entendu parler de ça quand j'étais à Dakar, au Sénégal, à la CICAP Baobab, pour ceux qui connaissent. Et puis après, quand je suis arrivé en France pour mes études supérieures, parce qu'il faut dire quand même que je commençais un peu à glander quand j'étais à Dakar, quand j'ai eu mon bac, mes parents m'ont dit, bon, allez, hop, toi, mon coco, tu vas venir nous rejoindre. Donc, j'ai commencé à faire mes études supérieures, voilà, dans l'informatique de manière générale. Et c'est petit à petit, il y a eu une bascule qui s'est opérée à Arnaud. J'ai commencé à découvrir ce milieu-là, plutôt, on va dire, de la programmation. Donc, c'est vraiment comme ça que je mets un pied dans ce monde de la cybersécurité. Et surtout, ça n'a jamais assez, je me dirais, et j'espère pouvoir aussi redonner, moi, à mon niveau, ça, c'est que je suis tombé sur des personnes qui étaient très compétentes, qui avaient une éthique, qui ont une éthique, et surtout qui ont su me mettre sur la bonne voie. Parce que je pense que si j'étais tombé tout autant sur des personnes qui avaient quand même de très bonnes compétences, mais que ces personnes-là, peut-être à l'époque, euh, hackaient, pirataient les banques, volaient de l'argent, peut-être qu'aujourd'hui, je serais peut-être pas là avec toi et avec tout le monde pour partager ce moment-là. Donc vraiment, la bascule s'opère lorsque moi, je découvre Internet en arrivant en France. En tout cas, l'envers du décor d'Internet. Et petit à petit, il y a eu d'autres étapes jusqu'à arriver aujourd'hui, quoi. Bon, intéressant. Super intéressant. Écoute, comme tu le sais, on a permis aux participants, au moment de l'inscription, de poser un certain nombre de questions à l'avance, histoire d'avoir un pool de questions, un réservoir de questions en avance dans le cas où il y aurait pas assez de questions pendant le live. Et donc je vais J'espère te quand même j'espère quand même qu'ils n'ont pas été timides et qu'ils ont pu en poser quand même. ouais, je te confirme. J'ai eu pas mal de questions. Il a fallu que je sélectionne et que je trie. Et donc j'ai sélectionné quelques questions rapidement, des questions que j'ai trouvées intéressantes pour le webinaire. La première question, alors elle est revenue un peu plusieurs fois, hein. C'est quoi un hacker éthique? Est-ce que c'est un hacker repenti? Est-ce que c'est un marchand de peur? Ou est-ce que c'est un simple expert en cybersécurité? C'est quoi le Ça, hacker je pense que éthique? c'est une excellente question et merci de me la poser. Je pense que si on devait un peu l'expliquer, d'ailleurs, on sort dans la rue, on prend une personne, tu lui dis déjà, pour toi, c'est quoi un hacker, hein? Là, je suis quasi sûr que tu as 9 réponses sur 10. On va te parler de cybercriminel, de pirate, d'un voleur, de vraiment que des choses négatives. Mais un hacker éthique, j'aime bien un peu le définir comme étant une personne aujourd'hui étant comme le système immunitaire d'Internet. Et surtout, au-delà de ça, aujourd'hui, un hacker éthique, ce n'est rien d'autre, hein. Quand tu prends dans de grandes administrations, dans de grandes banques, que ce soit en Europe, mais aussi en Afrique, ça va être un ingénieur en cybersécurité qui peut vraiment venir être occuper plusieurs postes, mais qui va surtout essayer de comprendre comment fonctionne un système. Donc un système, c'est tout et n'importe quoi. Ça peut être par exemple, demain, tu n'as plus de filtre à café. Tu peux par exemple prendre une passoire ou que sais-je d'autre, essayer un peu de détourner cette chose-là pour en faire quelque chose d'autre. Donc voilà un peu aujourd'hui comment va fonctionner un hacker éthique, comment va être un peu ce mindset-là, un peu cet état d'esprit. Essayer de comprendre les choses et surtout pour mieux les améliorer. D'accord. Ok. Et alors, comment les entreprises avec qui tu travailles, celles qui te sollicitent, comment
comment être sûr de ton intégrité, hein. Quand tu fais par exemple des missions de pen testing chez tes clients, comment ils s'assurent de ton intégrité dans tout ça? Enfin, ça, c'est toute la question. Comment aujourd'hui tu es quasi sûr que une personne que tu vas embaucher, que tu vas lui ouvrir un peu les portes de chez toi, c'est comme si tu recevais une personne, comment tu serais certain qu'il va pas venir piquer tes données, les revendre derrière. Et pour ça, j'aime bien venir parler de cette intégrité parce qu'elle est tellement importante. Et en 2024, aujourd'hui, tu as des moyens, surtout quand tu vas travailler avec des personnes comme moi, mais aussi d'autres entreprises, d'autres ingénieurs, d'être sûr. Et moi, mon intégrité, j'aimerais un peu te raconter une petite anecdote. Il y a quelques années de ça, pour un festival très connu en France. Pour faire simple, j'ai trouvé un moyen de payer pas, on va dire l'équivalent vraiment de 500 euros, plus on va dire de 300 000 francs CFA. J'ai finalement juste payé 100 francs CFA ou en tout cas 650 francs CFA. Et à ce moment-là, tu peux te dire, bah, je garde ça pour moi. Je vais créer une autre billetterie, je vais acheter beaucoup de billets et les revendre beaucoup plus cher. Ou alors tu te dis, bah, je vais remonter la vulnérabilité parce que je veux pas que d'autres personnes puissent détourner ça. Et donc, tu as ce côté-là très éthique qui aujourd'hui permet de dire que je le suis dans mon cas. Et jusqu'à preuve du contraire, je n'ai rien fait de répréhensible aujourd'hui. Donc voilà, cette intégrité-là, elle compte énormément. Bon, parfait. Ah, Voilà. d'ailleurs, Ouais. petite parenthèse, mais ça, reviendra tout à l'heure. Je pense que tout le monde a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec la Coupe d'Afrique des Nations, juste édition magnifique de toutes les éditions. Et à côté de ça aussi, il y a eu un peu tout ce qui s'est passé avec la billetterie. Là, sur la billetterie vraiment de la CAN, j'ai trouvé exactement la même vulnérabilité. Donc vraiment des places de catégorie 3 qui valaient entre 100 000 et 165 000 francs CFA. Bah, je suis parvenu à acheter une place. Forcément, j'en ai pas pris plusieurs parce que une fois de plus, c'est pas le but d'être toujours le côté intégrité, d'être toujours carré. Je suis parvenu à acheter une place à 100 francs CFA. Derrière, hein, je te le dis, bah moi j'aurais pu me faire mais énormément d'argent, mais je l'ai pas fait. Bon, attends, garde ton énergie, parce qu'il y a une question sur la cybersécurité en Afrique tout à l'heure, tu auras le temps de t'étaler un peu plus sur le sujet. La question suivante, elle est liée à l'actualité en France, l'actualité sportive. C'est une question que j'ai trouvée intéressante qui a été posée par un des participants pour voilà, comprendre, c'est-à-dire à l'approche des JO en France le mois prochain, quels sont les risques à considérer avant et durant cet événement sportif planétaire. Ah bah, actuellement, nous, on a vraiment une bombe entre les mains. Il y a quand même un chiffre que j'aimerais un peu donner à toutes les personnes qui sont connectées. On estime quand même le nombre de cyberattaques qui pourraient déferler, qui pourraient juste toucher les Jeux Olympiques, à pas loin de 4 milliards de cyberattaques. Je sais pas si les gens un peu s'en rendent compte, mais j'aimerais aussi attirer ton attention, Arnaud, sur notre point. Lorsqu'on parle un peu de la sécurité des Jeux Olympiques, c'est pas vraiment la sécurité en soi du site officiel de tous les partenaires, mais c'est vraiment la sécurité de toutes les petites entreprises. Tu sais, un peu nos clients parfois, un peu nos prospects, mais parfois aussi un peu nos parents, le cousin de la tante, l'oncle qui a son petit business là-dessus, qui lui ne connaît absolument rien à l'IT, qui lui va se faire attaquer et qui ne saura absolument pas comment réagir. Et pire aussi, j'aimerais un peu rajouter sur ce côté-là, principaux risques sur les JO. Ici, chez nous, en France, il y a quand même un événement, je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, le 9 juin dernier, à 21h, tu as le président Macron en fait, qui sort quand même une grosse dinguerie, en fait, qu'on se le dise, hein. Il annonce la dissolution. Et suite à ça, j'en parle assez régulièrement, il y a eu pas loin de quatre cyberattaques majeures et de plus en plus de groupes d'activistes qui viennent soit de Russie, mais aussi d'autres pays qui se mettent un peu à attaquer la France. Donc là, actuellement, on est vraiment dans un contexte qui est très particulier, qui est très anxiogène, je te le cache pas. Et il y a certaines entreprises un peu aujourd'hui qui se réveillent, mais c'est peut-être un peu trop tard, qui se disent à quelle sauce on va être mangé. Et dernier point, mais je vais m'arrêter là, il y a un autre aspect, hein, cet aspect-là qui touche à la fois la France, l'Europe, mais l'Afrique, ça va être toute la désinformation avec le deepfake, avec l'intelligence artificielle, qui risque aussi de venir s'inviter dans tout ça. Voilà un peu aujourd'hui, tu vois, un petit panorama de ce qui pourrait nous attendre. Bon, écoute, c'est intéressant. Ça, c'était la France. Et là, c'est une question un peu sur la cybersécurité en Afrique. Et tu disais, il n'y a pas très longtemps, tu écrivais sur LinkedIn que l'Afrique était le nouveau bac à sable du cybercrime. Tu voulais dire Ouais, quoi par là? bah, pour comprendre comment l'Afrique est devenue vraiment le nouveau bac à sable, tu vois, de cette cybercriminalité-là, des cyberattaques, il faut faire un petit bond en arrière. Donc, je vais vous proposer un petit bond de 10 ans en arrière, juste 10 ans. Ça commence en 2014. En 2014, tu as un événement majeur. Cet événement majeur, quand même vraiment planétaire, qui a derrière un peu tendu pas mal de choses, c'est lorsque la Russie annexe la Crimée. Donc, c'est-à-dire qu'elle prend possession de la Crimée. Elle dit qu'aujourd'hui, désormais, la Crimée appartient à la Russie.
À ce moment-là, l'Ukraine est devenue un vrai terrain de jeu pour les cybercriminels, pour des entreprises qui ont besoin de tester leurs solutions, mais aussi pour des États qui font aussi, qui embauchent parfois des groupes de pirates, de hackers pour faire un peu le sale boulot. Après, il y a eu différents éléments. J'aimerais un peu revenir sur un événement très fondateur. En 2016, tu as Equation Group, du côté de la LSA qui se fait attaquer. Suite à ça, tu as l'outillage de la LSA qui sort. Et en 2017, survient WannaCry. Donc là, forcément, si je parle de WannaCry, une bonne partie des personnes connectées doivent, j'imagine, ont entendu parler. Mais si les gens n'ont pas entendu parler, ça tombe bien parce que le but, c'est vraiment qu'on puisse partager le plus simplement possible. Il n'y a pas d'expert ou super expert. WannaCry, c'est cette, ce malware, mais en fait, à la fois, c'est pas un malware, c'est pas un ransomware, c'est tellement intéressant. Donc, tu as une petite entreprise juste à côté de Kiev qui se fait compromettre, entre autres par le GRU et par d'autres services en Russie. Et derrière, vu que cette entreprise-là développait le principal logiciel de comptabilité, de gestion de tout le pays, bah, tu as eu un peu cette fameuse aussi supply chain attack. Tout ça pour dire que c'est arrivé chez nous ici en France avec la cyberattaque sur Saint-Gobain, 200 millions. Et puis ensuite, tu as eu tout un tas d'autres choses entre 2017, 2018, 2019, 2020. Et à partir de 2019, fin 2019, début 2020, l'Ukraine a dit stop. Elle a commencé à se faire aider de plus en plus. Et là, je vais arriver à un autre moment clé. 2022, le mercredi 25 février 2022, c'est le début de l'invasion du coup, en fait, sur l'Ukraine par la Russie. Et je me souviens qu'à l'époque, y compris moi, on était beaucoup à se dire, mais est-ce qu'on va voir un peu cette fameuse cyberguerre? Et finalement, cette cyberguerre, elle n'est pas arrivée dans le sens où on voulait tout le monde se disait, voilà, vraiment la Russie va défoncer l'Ukraine, parce qu'il y a eu ce passif-là. Et depuis 2021-2022, aujourd'hui, bah, vraiment, ce nouveau terrain de jeu, ce nouveau bac à sable, c'est devenu l'Afrique. Et ça, j'en prends un peu pour preuve toutes les cyberattaques qui se passent, dont on parle pas beaucoup, mais surtout certains se disent, bah non, il se passe rien en Afrique, il n'y a pas de cyberattaque. C'est quoi la plus Alors, mémorable, euh, je- dont tu as eu connaissance? il y en a deux. Il y en a une qui est publique, dont j'ai parlé. Je vais pas citer directement l'organisme, parce que le but, c'est pas de faire un peu du name and shame, mais tout le monde l'a en tête. Si, si, C'est si, cette si, si. énorme banque. Mais en fait, c'est cette énorme banque. Et puis, je pense que ce cas-là, on peut en parler, mais pendant des heures, pendant des jours, mais tellement à la fois c'est lunaire. Et surtout, en fait, peut-être que ce que certains ne savent pas, mais ça, je vais pas aller jusqu'au bout, c'est qu'il y a eu des cellules de crise en Afrique, mais aussi en Europe. Parce que dans les données qu'on retrouvait, on retrouvait des données hyper sensibles dans pas mal de pays, dans pas mal de grosses entreprises structurées. Encore aujourd'hui, cette affaire-là, on en parle. Et une autre cyberattaque mémorable dont je commence à avoir euh, l'autorisation, entre guillemets, d'en parler, c'est entre 2018 et fin 2022, début 2023, un acteur, on va l'appeler comme ça, un acteur, qui s'est mis à attaquer énormément de structures financières. Certains d'entre vous, je vous ramène un peu, si vous faites vos recherches, vous tomberez sur quelques papiers. Je commence à avoir un peu le droit d'en parler. Voilà un peu ces deux cyberattaques assez mémorables. Ok, ok, intéressant. Je regarde s'il y a des questions entre-temps. Je rappelle un peu à tous les participants. Euh, c'est une session Ask Me Anything, donc il faut poser des questions. Posez vos questions, utilisez le petit panel questions de GoToWebinar, et je m'arrêterai de temps en temps pour soumettre les questions à Sax pour qu'il y réponde. Moi, j'ai une autre question. Toujours, c'est une question qui a été posée par les participants en avance de phase. C'est une question que j'aime beaucoup, je trouve, qui est en phase avec le contexte d'effervescence et d'euphorie autour des IA et des LLM. Et donc, c'est voilà la question que tu as sous les yeux. Cybersécurité, IA et LLM, amis ou ennemis? Qu'est-ce que tu en Oh, penses? la personne qui l'a posé, en fait, elle est vache parce que ça, c'est limite 2-3 heures pour en discuter. Mais ok, en fait, je pense qu'il y a la réponse dans la question. À la fois, c'est des amis, mais à la fois aussi, c'est des ennemis. On va commencer un peu sur le côté amis et surtout sur le côté IA. Finalement, un LLM, ce n'est rien d'autre que ce modèle-là qui va être transformé pour devenir une IA. Aujourd'hui, le LLM, c'est rien d'autre que des données qui sont en vrac que tu vas commencer à fine-tuner ou à entraîner. Alors, pour le coup, il y a vraiment différentes phases jusqu'à arriver à quelque chose qui va pouvoir, lorsque tu vas lui parler, donc faire un peu d'une IA prédictive, d'une IA générative. L'IA prédictive, prédictive, c'est simplement
si on prenait un peu la fameuse phrase les roses sont, il va venir un peu dans un contexte sortir que la prochaine itération, ça va être les roses sont violettes. Parce que voilà, il y a tout un tas de choses. Alors que l'IA générative, on va essayer un peu de lui dire, bah, soit un peu plus, on va dire peut-être un peu voilà loufoque. Par exemple, les roses sont, je sais pas, faites dans des entrepôts, tout ça. Et puis quand tu commences aussi un peu à maintenant à te poser sur un plan cyber, sur un plan beaucoup plus général, c'est assez fou. D'ailleurs, j'aimerais un peu là sortir un nouveau terme que certains peut-être ont ou que certains n'ont pas. Là, qui pour moi va être vraiment le un des futurs de l'IA et surtout un des futurs de l'IA très offensif que certains cybercriminels commencent à utiliser. C'est un peu ce qu'on appelle un peu les agent AI. On peut vraiment, pour faire simple, en fait, un agent IA, c'est comme si moi j'avais un superbe Arnaud dans ma poche, à proximité, je lui demandais, quand je vais avoir une quantité phénoménale de données, ou voire même en fait sur ton ordinateur, sur un système, Arnaud, est-ce que tu peux me faire très rapidement une liste des 24 solutions offensives, une défensives, ou au contraire une IA hyper offensive, un espèce un peu de superbe sexe, en disant bah là j'ai un système, débrouille-toi pour me sortir toutes les CVE, sur ces CVE-là, je veux que tu me chaînes ça ou ça ou ça. Et ça, moi, je commence un peu à le voir dans certains groupes cybercriminels et c'est juste fou ce qu'on va pouvoir faire un peu avec les agents AI. Donc, ce sujet-là, il est tellement passionnant et tellement fou et je pense Ouais. qu'on n'est pas encore prêt et surtout, on ne imagine pas à quel point on est en train d'ouvrir Mm. une boîte de Pandore, Arnaud. Mm. Bah, j'aimerais un peu d'ailleurs emprunter un excellent enfin, verbatim euh, de, du coup de Sébastien en fait de chez Dell qui disait que tu vois le dopage, les personnes qui en parlent le mieux, ce sont les sportifs qui se vraiment tu vois en fait qui se dopent. Et je pense aussi que l'IA, les personnes qui le maîtrisent aujourd'hui le mieux sont les cybercriminels une fois de plus, qui ont totalement compris un peu le potentiel monstre qui a à se faire, qui aujourd'hui sont en avance de phase. Mm. Mm. Vaste sujet, hein. Je pense qu'on est qu'au début. Ouais, hélas, ouais. Je Je dis pense, bien hélas. je pense qu'on est au début. Alors, j'ai Je te parle une, même. ouais. Je te parle. Ah merde, en fait, ben, cette question est vache, tu vois, je te parle même pas aussi un peu du côté dystopique de l'IA, tu vois, bah, ok. Deux, trois choses très rapides, hein. On peut ouvrir le débat et surtout laisser ça à toutes les personnes qui vont nous écouter. Est-ce que demain, tu vois, on est prêt à se mettre, en fait, aujourd'hui, si je prends un exemple simple, le cinéma, on connaît le cinéma en 2D, en 3D, puis dernièrement, tu as un peu le cinéma en 4D avec l'IMAX, avec vraiment les fauteuils. Est-ce que demain, on serait prêt pendant 1h30 à avoir une puce ici, juste sous notre poignet, ou voire même, en fait, au niveau des tempes dans le cerveau pour vivre au maximum les émotions. Mais ça ouvre un peu une porte de Pandore. Peut-être que je vais pouvoir prendre aussi le contrôle, parce que ça reste un système que tu le veuilles ou pas, connecté avec d'autres systèmes. Et peut-être te dire qu'un peu comme sur Neuralink de Elon Musk, venir aussi rajouter des souvenirs, en supprimer. Enfin bref, je m'arrête là parce que je pourrais passer, tu vois, le reste de mon temps à te parler de ça, échanger avec toi, quoi. Et voilà. Bon, c'est intéressant, c'est passionnant. J'ai une question là qui vient d'être posée. Je vais te la lire. C'est une question de Thierry. Euh, très bonne question. Ok. La question de Thierry, c'est quel est le type d'attaque le plus fréquent en Afrique? Ah, bah merci pour la réponse, Thierry. En fait, je vais commencer par la deuxième. Et cette deuxième-là, elle commence à faire énormément de mal. Aujourd'hui, on imagine que moi, je vais être un cybercriminel, je vais commencer à monter vraiment, on va dire, ma franchise de cybercriminalité. Ce que je vais faire, c'est que je vais avoir tout l'outillage. Je vais aller voir des gars qui s'occupent de l'informatique d'une entreprise, qu'elle soit petite entreprise, moyenne entreprise, grande entreprise. Je vais lui dire, bah, tu sais quoi, l'entreprise en face, on va lui demander, par exemple, 100 000 euros ou 100 000 dollars. Sur les 100 000 dollars, moi, je vais en garder 20 000 dollars. Toi, je te donne 80 000 dollars. Est-ce que ça te tente? Je peux te promettre, Arnaud, du coup, il y a 5 cas que j'ai pu traiter comme ça en Afrique où les gars, ils sont pas du tout des cybercriminels. Ils ont juste venu déposer le ransomware. Derrière, ils ont demandé la rançon. Vu que les entreprises, surtout en Afrique, paient beaucoup. Ils ont commencé un peu comme ça à le faire. Et la première, quand même, menace sur le continent vraiment africain, aujourd'hui, c'est un peu l'espionnage industriel. En fait, là-bas, on va plutôt appeler ça un peu, on va dire, vraiment les espions qui vont être dans le réseau, surtout au niveau des banques, et qui vont faire vraiment les transferts, qui vont essayer vraiment la plupart du temps passer sous le seuil, qui vont pas du tout être démasqués, ou au contraire, tellement ils sont gros, et que les entreprises, les banques n'ont pas envie que ce soit ébruité, ça sort. Donc c'est vraiment les deux principales menaces au niveau de l'Afrique. Puis après, tu as aussi tout le côté phishing, ransomware que l'on connaît, mais les deux principales, hein, c'est dedans. En fait, là-bas, quand les gars vont rentrer, la plupart du temps, ils sont dans le pays ou à côté. Eux, c'est vraiment, tu vois, de ponctionner l'argent, mais en étant dedans, quoi. Soit en ayant ce complice-là, je vais le voir, on se partage,
ou alors tu prends un peu le contrôle et tu fais un peu des transferts sur différents comptes, et puis après on peut pas remonter. Ok. Ok, next question. Question de Jean-Philippe. Alors ça, c'est plutôt une question pour moi. Vas-y. Question de Jean-Philippe, c'est Vim va-t-il développer son logiciel nativement sous Linux pour ajouter plus de sécurité face à l'OS Microsoft? Bon, On ne spoil pas. ouais, on en discute. Enfin, Jean-Philippe, je vais essayer de répondre à la question un peu plus tard dans le webinaire. C'est une excellente question. Il y a une autre question, par contre, je n'arrive pas à bien comprendre. C'est une question de Nana. J'ai essayé de la relire pour la comprendre, mais j'ai pas réussi à bien la comprendre, donc je ne saurais pas te la reformuler ça comme il faut. Nana, est-ce que vous pourriez reformuler la question différemment pour que je puisse la comprendre et la formuler à Saxe. Alors, en attendant, euh, Clément, je t'appelle Clément, Saxe Clément, tu peux t'en rendre compte. Clément, je voudrais comment dire, te soumettre à un exercice. En fait, quand je rencontre mes clients, je me rends rendez-vous, j'essaie de vulgariser les cyberattaques sans être un expert, évidemment, loin de là. Et pour ça, j'utilise une frise chronologique pour expliquer comment dire, la chronologie, je dirais, simplifiée, simpliste, tu me diras, d'une attaque ransomware pour comprendre quel est le point de départ, quel est le point de départ, à quel moment ça commence, combien de temps ça dure dans le temps, et comment ça finit et quelles sont les étapes intermédiaires. Donc, ce que je voudrais Ok. te demander, je voudrais te demander de commenter cette frise technologique, toi l'expert, pour expliquer, voilà, de manière simple. Hein. L'objectif, c'est que tout le monde comprenne, même les néophytes comme moi, sur le sujet de la cybersécurité. Et donc, la frise chronologique, la voici. La première étape, alors déjà, tu vois, on a une chronologie, une échelle de temps de janvier à décembre d'un an. Et la première étape, c'est celle-là, l'observation. Il se passe quoi dans cette étape-là? L'observation, moi, c'est un peu une de mes phases préférées. Quand cybercriminel, que tu dois venir attaquer une entreprise, si tu ne sais pas observer, si tu ne sais pas ce que tu as en face, ça ne sert absolument à rien. D'ailleurs, ça me fait un peu penser à cette fameuse phrase un peu de Sir Abraham Lincoln qui dit que si vous me donniez 6 heures pour couper un arbre, je passerai les 4 premières à le faire. Donc en fait, dans la phase d'observation, c'est là où tu vas prendre en fait, la fameuse empreinte, tu sais, cette fameuse empreinte numérique. D'ailleurs, au travers un peu, Ah, on t'a perdu. en fait, c'est Ça y est, c'est bon. ce truc-là, c'est vraiment ce sujet-là que tu vas venir avec différents moteurs de recherche, différentes requêtes spécifiques, avoir le maximum d'informations sans jamais, je dis bien jamais toucher à ta cible. Et ça, c'est juste ouf. Donc vraiment la phase d'observation, bah, moi j'aime beaucoup cette phase. Ok. La prochaine, l'intrusion. Tu Oh, je m'entends? t'ai perdu. Ah, c'est bon. Ça y est? Ouais, c'est bon. Ouais. Donc la phase d'intrusion, qu'est-ce qui se passe dans cette phase-là? Bah, la phase d'intrusion, une fois que tu as... Ça c'est bizarre. Non, tu m'as Ouais, toujours? c'est bon, là, je t'entends. Ok. C'est revenu. Ouais, très bien. La phase un peu d'infection, une fois que la phase d'observation est passée, bah alors on va vraiment commencer à infiltrer. Pour infiltrer, j'aurai... Ah, je t'ai perdu à nouveau. Je t'ai perdu, Clément. Tu m'entends? Ouais, tu m'entends là? Ah, C'est aucun bon. souci. Ouais, Ouais, c'est bon, ça y est. Donc tu étais sur la phase d'intrusion et ça a coupé. Donc il faut que tu la refasses. ok. Autant pour moi, sur la phase d'intrusion, j'en excuse, c'est que une fois que j'ai bien observé, Ah, décidément. Ouais, c'est bon. décidément, ouais, Ah ouais, ça y est. une fois que j'ai un peu identifié bah, toutes tes faiblesses, là, je vais rentrer dedans parce que j'aurai
Je vais pouvoir voir un peu les fameux CVE, Common Vulnerability Exposure, au travers de scripts totalement faits. Okay. The next one. En fait, sur la base of operation, elle va un peu se baser sur les autres. Le but, c'est qu'une fois que je suis dedans, quels sont un peu mes objectifs? Est-ce que mon objectif, ça va être juste, d'ailleurs, au niveau de la chronologie? Bon, On n'entend plus. très bien. On va Ça a coupé là encore. Non, c'est bon. Non, là, C'est tu bon. m'entends, non? Ouais, c'est bon là. Ok. Bon, très bien, je te vois. Base of operation, on va essayer un peu de speeder. C'est que là, je mets en place absolument tout ce que je veux faire. Quels sont un peu mon objectif une fois rentré dedans? Est-ce que ça va être mon but d'aller jusqu'au PC de Najwa, de récupérer tous les plans, ou alors jusqu'au PC du DAF, ou encore jusqu'au PC un peu du directeur, donc vraiment les base of operation. Tu vas venir un peu te dire, quel est un peu mon but dans cette cyberattaque? Ok. Ensuite, celle-là, c'est ma préférée. Celle-là, ça c'est. Tu sais quoi? Ça, c'est ma deuxième préférée. Après, vraiment, la phase d'observation, moi, ma sacrée préférée, c'est un peu le lateral movement, une fois que tu as un peu ton base of operation qui est bien déterminé. Et d'ailleurs, j'aimerais un peu attirer l'attention, j'imagine que certains le savent, mais à quel point aujourd'hui c'est facile, quand tu arrives dans une entreprise, du moment que tu as juste un lien, une connexion au niveau de la structure, c'est tellement facile parce que tu as tellement de vulnérabilité, et donc tu vas pouvoir élever tes privilèges de manière horizontale. Horizontale, ça veut dire que nous tous ici, on a vraiment le même niveau d'information, donc je vais pouvoir passer de ton PC au celui de Najwa, au mien petit à petit, puis après faire aussi un peu de l'élévation de privilèges horizontale. Et donc là, comment on va passer par exemple d'un simple compte d'un opérateur ou un utilisateur lambda vers un compte d'administrateur jusqu'à venir compromettre. D'ailleurs, quand tu es sur un AD, le plus important pour toi, c'est le fameux être un peu domaine admin, venir un peu ensuite dumper le fameux ntds.dit, casser la base pour ensuite avoir ce que tu veux. Donc vraiment, cette phase-là, pour moi, c'est la plus intéressante. Et aujourd'hui, dans un système, normalement, tu trouves toujours, je dis bien toujours un moyen, quand tu fais vraiment les fameux tests d'intrusion interne, le fameux, en fait, Red Team. Donc le Red Team aussi, qui est très intéressant, qui est totalement différent au niveau de l'approche, on va dire vraiment pentest pour le faire. Ok. Ok. Et puis ensuite, on a l'avant-dernière étape. Ouais, vraiment sur le cripple. En fait, c'est là aussi il est assez intéressant. Mais j'aimerais aussi un peu faire un petit aparté sur cela, c'est qu'en fonction un peu de des objectifs que tu t'es définis, en fonction aussi de ce que tu as envie de faire, parfois il y a certains qui le font, d'autres pas du tout. Mais là, c'est un peu toutes les routines. Et sur cette phase-là, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu peux la faire en off quand tu as commencé à récupérer de l'information sur le SI, mieux comprendre aussi quelle est ta cible avant d'arriver à la dernière phase, qui pour moi, c'est là aujourd'hui, elle est tellement terrible, Arnaud. Tu m'entends, Clément? Tu es là? Ouais, je t'entends, ouais. Ouais. Je t'entendais juste que tu mettais, du coup, les dernières, comme je disais. Yes. Dernière étape, l'étape finale. Aujourd'hui, quand on se dit les choses, quand tu rentres dans un système, c'est pour deux choses. C'est pour voler les données, et tu as d'ailleurs aujourd'hui ce qu'on appelle un peu les différents mécanismes un peu des cyberattaques, surtout des ransomware, avec en partant de la simple extortion, on va juste venir récupérer, prendre les données. Derrière, on va les chiffrer. Derrière, on va te mettre la pression de les publier. Et surtout, moi, en fait, sur ça, il y a un truc que je trouve mais tellement, et je dis bien ce que je dis, c'est cynique hein, dans ma bouche, mais à la fois mais tellement intelligent, tellement génial de la part des criminels, c'est qu'ils se disent, vu qu'il y a des entreprises qui, certains ont compris qu'il fallait les sauvegardes, mais ne faisaient pas encore bien les sauvegardes, ils les mettent soit sur le même serveur, voire même aussi ils ont des robots, vraiment ce qu'on appelle de la recopie, mais ces robots-là sont mal configurés, ils vont s'immiscer dedans, soit ils infectent les copies, tout simplement, ils les suppriment, ce qui fait que tu n'as absolument plus rien, tu es à poil. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais? Obligé un peu de payer. Et de manière générale, sur cette chronologie, ce que j'aime bien aussi, c'est que d'ailleurs, tu le disais en introduction, c'est qu'une cyberattaque, tu vois, ça c'est pas juste en 48 heures, en 2 jours. Pour certaines cyberattaques, en moyenne, ce qu'on appelle un peu le dwell time, avant de détecter que l'attaquant est là, c'est 9 mois, c'est quand même énorme. C'est-à-dire que tu as le temps de rentrer, parfois de beaucoup mieux connaître la victime qu'elle-même, jusqu'à ce que tu vas appuyer, tu vois, un peu vraiment sur les
2 dernières phases, 3 dernières phases, Mm. bouton final, et c'est fini. Mm. Mm. Voilà un peu aujourd'hui, tu vois, la chronologie d'une cyberattaque, quoi. Non, mais c'est intéressant et ça permet de voir deux choses, je pense. Et effectivement, voir que c'est pas ça dure pas 2 heures ou 3 heures en fait. L'étape finale, lorsque l'attaque est déclarée, que tout le SI est par terre et que plus rien ne fonctionne, ce n'est que la dernière étape, l'étape finale d'un processus qui est beaucoup plus long. Et je pense que bien comprendre la chronologie, les étapes, ça permet de mieux se défendre et justement choisir la bonne stratégie et apporter des réponses spécifiques à chacune de ces étapes et freiner un peu l'impact, freiner l'avancement de l'attaque dans le SI. En fait, c'est exactement ça. Tiens, d'ailleurs, un dernier point tu vois, un peu sur cette fresque, du coup, la dernière étape, et ça aussi, j'avoue que je le dis pas assez, mais je sais pas si certains dans l'assistance aujourd'hui, tu vois, qui suivent un peu ce webinaire, savent un peu quel est le temps moyen pour venir chiffrer ce qu'on appelle tout un parc informatique. Ah tiens d'ailleurs, petite question comme ça que je pose, on verra est-ce qu'il y a certains qui ont les réponses, on va pouvoir avancer et on reviendra là-dessus. Est-ce que vous savez quel est le temps moyen quand tu as fait toutes les phases précédentes, que tu as récupéré les données, et là maintenant que tu vas un peu appuyer sur ton ransomware en disant maintenant je vais chiffrer tes données, tu vas plus pouvoir travailler sur tes dossiers, plus pouvoir accéder à tes serveurs, est-ce qu'ils savent un peu quel est le temps moyen? Voilà. Petite question comme ça que je donne. Ok. Euh, Je vais regarder dans le chat s'il voilà. y a des réponses à la question. Cette frise chronologique, je crois qu'elle est inspirée du Mitre Attack. Donc, si parmi les participants, si vous souhaitez approfondir le sujet, vous allez regarder, vous cherchez sur Internet Mitre Attack, et là, vous aurez vraiment le détail de toutes les étapes, la chronologie, les différentes manières de se protéger à chacune des étapes dans la chronologie d'une cyberattaque. Tu fais bien tu fais bien de le dire, tu fais bien de le dire à non, mais en fait aujourd'hui pour moi quand tu travailles dans la cybersécurité et que tu ne connais pas le Mitre Attack, c'est que tu passes au travers de beaucoup de choses. Le Mitre Attack c'est un framework qui est tellement génial aussi bien pour de l'attaque mais de la défense. Ça permet tu vois d'un peu mieux comprendre comment à un endroit précis, Mmh. en partant de là, tout ce que tu peux faire sur un point spécifique. Mmh. Juste génial. Mmh. Bon, intéressant tout ça, intéressant. Je regarde s'il y a des questions. Quelques questions, mais j'y reviendrai. Moi, je voulais juste prendre 10 petites minutes pour parler un peu de Vim de manière générale. Sur ce sujet de cybersécurité, ransomware, cyberattaque, tous les ans, on fait une étude sur un panel d'entreprises sur toute la région EMEA, donc Europe, Middle East et Africa. Et on essaie d'en tirer des enseignements. Donc c'est une étude assez importante qui est faite sur un nombre de cyberattaques et d'entreprises qui ont été victimes de cyberattaques. On essaie de tirer des enseignements. Ce report, on appelle le Data Protection Trend Report, vous pouvez le télécharger. Vous avez le QR code à l'écran. Vous pouvez le télécharger pour essayer de voir ce que ça peut contenir comme information intéressante pour vous et comprendre tous les enseignements qu'on peut en tirer. Moi, il y a 2-3 chiffres que je voulais partager avec vous. Ce sont des enseignements tirés de l'étude, des chiffres, et c'est des statistiques en fait. Et il y a une statistique qui m'interpelle toujours autant et qui est d'ailleurs en augmentation par rapport au report de l'année dernière. C'est le nombre d'attaques ransomware visant des sauvegardes. On est passé de 93 à 96. Bon, ça change pas grand-chose, mais ça montre quand même une tendance qui est une tendance haussière. Donc on peut dire que les sauvegardes sont visées dans la quasi-totalité, voire dans la totalité des attaques ransomware. Donc quand on a dit ça, ça veut dire qu'il faut protéger les sauvegardes. Il faut se préparer, il faut travailler sa résilience, s'entraîner à se relever et à repartir. Et quand on parle de cyber-résilience, la cyber-résilience est souvent beaucoup, je ne sais pas ce que tu en penses, Clément, la cyber-résilience c'est une question de préparation et d'anticipation. Il faut se préparer, il faut anticiper, il faut essayer d'avoir un coup d'avance, il faut être dans un mindset d'acceptation et se dire qu'on va être victime d'une difficulté comme celle-là tôt ou tard.
et que la question c'est pas si ça va arriver ou pas, c'est quand suis-je le prochain, quand est-ce que ça va arriver. Pour se préparer, il y a comment dire, il y a différentes manières de le faire. On peut se préparer avec de la méthodologie. Il y a une méthodologie qu'on aime bien chez Vim, qui est celle sur le slide, qui est inspirée d'ailleurs d'une méthodologie utilisée dans le monde de la cybersécurité, qui s'appelle le NIST, le framework NIST, qui permet d'avoir comme ça une méthodologie de travail pour avoir une gestion proactive du risque cyber. Donc ce framework, on réutilise aussi, et on essaie à chacune des étapes de ce framework de participer, de contribuer avec des fonctionnalités, des mécanismes de la technologie côté Vim pour participer à l'identification, participer à la protection, participer à la détection, participer à la réponse apportée. Et évidemment, ça c'est notre métier, notre savoir-faire, participer à la récupération, à la restauration. C'est notre vrai savoir-faire. Donc ça c'est une méthodologie. Vous pouvez vous en inspirer également pour travailler votre résilience et bien vous préparer. La préparation à la cyber-résilience, c'est aussi une question de bonnes pratiques, de best practice à mettre en œuvre. Il y a une des bonnes pratiques les plus utilisées dans l'industrie de la protection de données. On la considère comme voilà, le fondement, c'est un des fondamentaux de toute stratégie de protection de données. On appelle la règle d'or. Enfin bref, vous avez compris que c'était quelque chose de très important. C'est la règle du 3-2-1. Donc 3-2-1, ce que dit cette règle, c'est que vous devez, pour toute stratégie de protection de données, vous devez au minimum avoir 3 copies de données. Vous devez utiliser 2 médias différents pour stocker les copies de données. Vous devez avoir au moins une copie de données externalisée vers un site distant, dans le cloud, peu importe, mais une copie de données externalisée. Cette règle du 3-2-1, c'est pas une règle Vim, c'est pas Vim qui l'a inventée. Elle existe depuis 20 ou 30 ans. C'est un photographe pour l'histoire. C'est un photographe qui a été le premier à énoncer cette règle. Et ce qui s'est passé ces dernières années, c'est qu'on a essayé chez Vim de revisiter cette règle et d'en faire une version beaucoup plus résiliente, une version qui est beaucoup plus adaptée au contexte de menaces et aux risques qui pèsent sur les données des entreprises aujourd'hui. Et donc, on a complété cette règle. Et la règle du 3-2-1, en tout cas celle qu'on préconise, c'est la règle du 3-2-1-1-0. Le deuxième 1 veut dire qu'il faut au moins une copie sur un média déconnecté. Un exemple de média déconnecté, évidemment, c'est de la bande, sauvegarder sur des tapes, sur des cassettes, et retirer les cassettes des lecteurs, évidemment, et puis ranger les cassettes ou les externaliser vers un site distant. Et cette copie physiquement déconnectée du SI, c'est une protection supplémentaire et une stratégie, une approche qui est plutôt pertinente dans la stratégie de défense globale. On a rajouté un 0 à la fin de la règle. Pourquoi? Parce que au-delà du fait de finir sur un 0, parce que c'était bien, c'était surtout pour comment dire, insister, rappeler l'importance de s'entraîner à restaurer, l'importance de faire des tests de restauration réguliers, fréquents. C'est la seule manière pour vous d'être sûr, d'avoir la garantie et la certitude que vos sauvegardes sont en bon état. Il faut restaurer, mais restaurer toutes les couches, restaurer vos machines, démarrer les OS, les applications, démarrer l'ensemble des couches pour avoir la garantie que vos applications fonctionnent et qu'elles fonctionneront de manière optimale le jour où vous serez dans une difficulté de type ransomware. Et donc sur ce point-là, on a chez Vim une réponse technologique pour vous aider à faire des tests en automatisant les tests, en permettant de les faire sans devoir restaurer, sans nécessité de stockage supplémentaire. Et donc tout ça va vous aider à faire des tests beaucoup plus réguliers, beaucoup plus fréquents. Donc une vraie réponse technologique là-dessus pour faciliter et augmenter la fréquence des tests. 3, 2, 1, 1, 0. Julien, si tu me permets vraiment Ouais. abonder dans ce sens vraiment Arnaud, vraiment le dernier point il est tellement important, et ça je peux en témoigner. Combien de fois j'ai dû intervenir sur des cyberattaques, et en tout cas dans certains cas déjà, lorsqu'il y avait des sauvegardes bien, Mhm. les sauvegardes n'avaient jamais été testées. Mhm. Pire encore, les sauvegardes défaillantes, finalement ça ne servait à rien. Donc vraiment le dernier, nous au niveau de l'industrie, mais tellement important. Test de restauration, c'est capital. Alors, se préparer. Tu es là, Clément? Ouais. Non. Ouais, toujours, Ouais, toujours. c'est bon. Ok.
pour se préparer, il y a méthodologie, bonne pratique, mais évidemment, il y a de la technologie, des fonctionnalités qu'il faut utiliser pour renforcer sa résilience et avoir une stratégie robuste. Dans la liste des fonctionnalités, alors vous vous doutez que Vim, forcément, on a des réponses technologiques pour vous, voilà, pour vous donner beaucoup plus de sérénité dans votre stratégie de protection contre le ransomware. Alors, les fonctionnalités sont nombreuses, mais j'ai fait une petite sélection, celles qui sont les plus innovantes et celles qui peuvent vraiment avoir un impact positif dans votre stratégie globale. L'immutabilité. Voilà. L'immutabilité chez nous, on la retrouve à tous les niveaux. L'immutabilité, c'est la capacité qu'on peut avoir, qu'on a chez Vim, de verrouiller les sauvegardes pour empêcher qu'elles soient supprimées, qu'elles soient manipulées, qu'elles soient modifiées. Et c'est une réponse directe hein, à ce risque fréquent de suppression par les hackers des sauvegardes. Donc côté Vim, on a une réponse native sur l'immutabilité. Mais vous pouvez aussi utiliser l'immutabilité niveau matériel, l'immutabilité proposée par des constructeurs de baies de stockage qui ont implémenté ces mécanismes aussi au niveau matériel. Okay, donc voilà, l'immutabilité, on la retrouve sur la sauvegarde primaire, mais sur la sauvegarde secondaire aussi. Hein, vous pouvez, si vous utilisez du stockage objet, la quasi-totalité aujourd'hui des acteurs qui proposent du stockage objet, par exemple les acteurs de cloud public, les hyperscalers, ont de l'immutabilité native S3, donc Amazon a son immutabilité, Azure à l'équivalent, et Google Cloud aussi à l'équivalent, et les constructeurs de stockage ont aussi des mécanismes d'immutabilité qui S3 pour la plupart du temps, qui permettent comme ça de verrouiller les sauvegardes, de les protéger sur du matériel en provenance de ces constructeurs-là. En termes de technologie, qu'est-ce qu'on a d'autre alors celle-là, je l'aime bien. Côté marketing, on l'a appelé en interne 4 Eyes. 4 Eyes Authorization, autorisation à 4 yeux, ou on peut appeler ça aussi la double validation, le principe de double validation. Le principe, il est simple, c'est que pour certaines actions critiques, les opérations les plus critiques, quand on gère une infrastructure Vim, la suppression des sauvegardes, la modification de la configuration, le changement des permissions, tout ça, ce sont des opérations jugées critiques. Pour ces opérations-là, une fois que la fonctionnalité est activée, Vim va demander une deuxième validation, la validation d'un deuxième administrateur pour que l'action soit exécutée. Donc, alors, ça peut être une protection contre les opérations ou les erreurs internes. Un administrateur peut faire une erreur et vouloir supprimer ou changer la configuration, mais c'est surtout une protection aussi contre la suppression des sauvegardes par les hackers. L'objectif ici est de ralentir et de compliquer la tâche aux hackers. Si jamais vous avez une compromission d'un compte qui malheureusement est le compte Active Directory par exemple, et que malheureusement vous n'avez pas mis en œuvre les bonnes pratiques Vim et que vous avez mis votre serveur de backup sur le domaine de production, toute votre infra, y compris la sauvegarde, est compromise. Donc le hacker pourra se connecter à l'infrastructure Vim. Alors il va déjà être confronté premièrement à l'immutabilité. Si ça, il arrive à passer cette barrière, la deuxième difficulté, c'est la double validation. Il lui faudra trouver le compte du deuxième administrateur pour pouvoir accéder à la console. Et si on rajoute à tout ça l'authentification multifacteur, là, ça devient de plus en plus compliqué pour le hacker. Donc l'authentification multifacteur, l'utilisation du MFA c'est obligatoire aujourd'hui côté Vim pour sécuriser les accès à la console de gestion et d'administration. Dans la toute dernière version de Vim, on a désormais la capacité d'analyser, de détecter la présence de malware au moment de la sauvegarde. Donc c'est de la détection à la volée inline. On le fait en utilisant des mécanismes avec de l'intelligence artificielle, et on fait cette analyse pour détecter la présence de malware et la présence de chiffrement en cours, d'indicateurs de compromission à l'intérieur de la machine virtuelle. Donc c'est de la détection inline qui est réalisée vraiment au moment de la sauvegarde. Et si on détecte des choses anormales, évidemment l'information elle apparaît dans la console, l'information est diffusée, elle est communiquée, elle est partagée aux administrateurs, elle peut être aussi remontée vers les outils de monitoring ou vers vos solutions d'XDR, vos MDR par exemple, pour que les équipes de cybersécurité soient alertées, aient l'information et puissent engager derrière des actions, une réponse, en tout cas apporter une réponse adaptée. On peut aussi faire de la détection offline avec Vim, c'est-à-dire
c'est la détection à l'intérieur des sauvegardes existantes. Okay, on peut scanner les sauvegardes pour aller rechercher dans les sauvegardes des indicateurs de compromission avec des outils de type IARA. Donc ça, c'est des outils, des mécanismes qui sont très utilisés dans le monde de la cybersécurité. Je pense que c'est des choses que tu maîtrises évidemment parfaitement. Donc l'utilisation, l'intégration d'IARA est intégrée dans Vim. On peut fournir à Vim des fichiers de type IARA pour lui demander à Vim d'aller chercher des indicateurs de compromission très précis à l'intérieur des sauvegardes. Donc c'est quelque chose qu'on peut automatiser. On peut l'exécuter de manière manuelle, mais on peut l'automatiser avec notre technologie qu'on appelait Sure Backup. Bref, c'est des mécanismes qui permettent d'automatiser ce scan des sauvegardes. Donc on utilise les mécanismes IARA. On peut aussi utiliser des antivirus avec nos mécanismes, avec notre intégration aux antivirus du marché, qui nous permettent comme ça d'utiliser un antivirus, celui installé sur ce qu'on appelle le mount server chez nous, ou celui qui est installé sur le serveur de backup pour simplifier. Et à partir de là, on va analyser les volumes des machines avant de finaliser la restauration pour détecter la présence d'indicateurs de compromission, la présence de malware. Évidemment, une des demandes fortes de nos clients ces derniers mois, ces dernières années, a été de faciliter la collaboration entre les équipes de sauvegarde et les équipes de sécurité, de la sécurité, pour qu'il y ait un vrai partage d'informations. Toutes les études montrent que une stratégie résiliente, enfin les stratégies sont beaucoup plus résilientes, beaucoup plus robustes lorsque les équipes système, infrastructure et sécurité travaillent main dans la main. Lorsqu'il y a une collaboration fluide entre les deux équipes, il y a un partage d'informations entre la sauvegarde, l'infrastructure et les équipes et les spécialistes de cybersécurité. Donc c'est ce qu'on a essayé de retranscrire dans Vim, on a essayé de l'intégrer. Aujourd'hui, Vim, avec des API, on a la capacité de communiquer, de partager et d'échanger des informations avec des solutions de cybersécurité installées et déployées chez nos clients. Donc une intégration avec vos SIEM, des SIEM comme Splunk, celui de Palo Alto par exemple, des intégrations aujourd'hui qui sont opérationnelles. Mais on a aussi des intégrations avec des acteurs de la cybersécurité qui proposent des solutions d'XDR ou des MDR comme Sophos et d'autres. D'autres acteurs de la cybersécurité vont travailler progressivement sur des plugins pour récupérer ces informations en provenance de Vim et l'échange d'informations est bilatéral, c'est-à-dire qu'elle se fait également dans les deux sens. Qu'est-ce que vous avez dans l'interface? De l'information. On a fait une refonte assez sérieuse de l'interface graphique sur cet aspect cybersécurité pour que vous ayez de l'information, pour mettre en évidence l'information autour de la cybersécurité. Donc, vous avez comme ça un système, une espèce de dashboard, un tableau de bord avec un score qui vous indique en temps réel l'état de santé de votre résilience. Ça permet de savoir exactement où vous en êtes et savoir sur quel point, sur quelle partie de la stratégie vous devez travailler, quelles sont les optimisations que vous devez apporter pour avoir une infrastructure beaucoup plus robuste et beaucoup plus résiliente. Pour terminer, j'ai sélectionné cette fonctionnalité parce que je trouve qu'elle est intéressante. On a chez Vim, depuis plusieurs années, on a travaillé sur beaucoup de documentation, de white paper, de PDF, pour expliquer les bonnes pratiques et les recommandations pour durcir et sécuriser le backup server. Le backup server et toute l'infrastructure de sauvegarde. Le problème, c'est que cette information, parfois, elle n'est pas accessible ou l'information n'est pas prise en compte par nos clients. En tout cas, on n'a pas réussi à atteindre certains de nos clients avec cette information. Nos partenaires, parfois, n'ont pas toujours l'information. Et donc, on se retrouve avec des infrastructures et des déploiements qui sont fragilisés parce que toutes les bonnes pratiques simples n'ont pas été mises en œuvre. Donc, dans la dernière version de Vim, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré toutes ces bonnes pratiques, une trentaine de best practices, dans la solution, de manière à ce qu'elle soit totalement autonome et qu'elle soit capable d'analyser et indiquer la conformité ou la non-conformité de l'infrastructure, de la configuration avec les bonnes pratiques de Vim. Et ça, c'est quelque chose de très important et qui aidera à ce que les déploiements Vim soient beaucoup plus robustes, soient déployés dans les règles de l'art et soient déployés en suivant
les bonnes pratiques et les recommandations de Vim. La dernière étape, c'est la restauration. Tout à l'heure sur la frise, on a parlé de identifier, protéger, détecter, la réponse à apporter, et puis la dernière étape, c'est la restauration. Il faut se préparer à restaurer. La restauration est tout aussi importante que la prévention et que la protection et la détection. Il faut s'entraîner à restaurer, et il faut restaurer vite, le plus rapidement possible les applications qui doivent être restaurées vite, et il faut s'assurer qu'il n'y a pas un risque de réinfection lorsqu'on restaure. Ça, ce sont les deux challenges auxquels en général sont confrontées les entreprises. C'est besoin de restaurer vite et d'adresser les exigences en termes de RTO, des applications, et puis être sûr, avoir la sérénité qu'on ne prend pas un risque de réinfection après un ransomware. Donc, en termes de restauration, je pense que Vim, aujourd'hui, dans l'industrie, c'est l'éditeur qui va le plus loin en termes de restauration. Ça, c'est un vrai savoir-faire chez nous, parce qu'on offre de multiples possibilités de restauration pour adresser les RTO les plus exigeants possibles. Vim étant une solution 4 en 1, vous pouvez faire de la sauvegarde, vous pouvez faire de la réplication traditionnelle, vous pouvez faire de la réplication de type CDP, Continuous Data Protection, donc c'est une réplication à une fréquence beaucoup plus élevée pour des RTO de l'ordre de la seconde ou de la minute. Vous pouvez faire de la sauvegarde à partir des snapshots de baies. Donc c'est une solution 4 en 1 pour la sauvegarde, mais pour la restauration, on a aussi les mêmes capacités. Et par exemple, Vim faisant de la réplication peut être une source de restauration. Si vous répliquez avec Vim et que vous avez besoin de restaurer un fichier, une base de données ou même une VM, vous avez ce qu'on appelle un réplica à destination sur le site secours pour assurer cette restauration. Vous voyez, pas besoin d'utiliser forcément des sauvegardes. Les réplicas et la réplication peuvent être une source de restauration avec des RTO qui sont très intéressants. Vim, on a la capacité de s'intégrer aux snapshots de baies de stockage des constructeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les snapshots de baies peuvent être des sources de restauration pour nous. On sait restaurer une VM depuis un snapshot de baie. On peut restaurer des fichiers, des bases de données. Donc, une granularité identique à ce qu'on sait faire sur la sauvegarde, on peut faire exactement la même chose à partir des snapshots de baie. Donc là, vous mesurez le bénéfice, ça veut dire, si vous avez une baie de stockage avec des disques SSD, NVMe, du flash, peu importe, vous voyez tout de suite que les temps de restauration sont forcément meilleurs qu'une restauration faite à partir de backup. Donc, utiliser les snapshots de baie comme source de restauration, c'est quelque chose de très intéressant. Et aujourd'hui, on est le seul constructeur, le seul éditeur à avoir une compatibilité aussi large avec les baies de stockage du marché. On a quasiment, tous les constructeurs et toutes les baies de stockage du marché ont un plugin Vim pour nous permettre d'orchestrer et d'exploiter les snapshots de ces baies de stockage. Ensuite, vous avez ce qu'on a appelé chez nous le Anything to Anywhere. Anything to Anywhere, c'est-à-dire qu'on est capable de restaurer tout ce que vous voulez, virtuel, cloud, physique, serveur, vers n'importe quel type de cible. Une VM, une machine physique, on peut la restaurer dans une VM, on peut la restaurer sur une VM Hyper-V, une VM VMware, AHV, Proxmox prochainement. On peut la restaurer dans le cloud. Donc, sauvegarder une machine physique, on peut restaurer la machine physique sous forme de machine virtuelle dans le cloud. Et tout ça, toutes ces options-là vous permettent d'optimiser votre RTO. Si vous avez un manque de ressources ou une indisponibilité de votre infrastructure on-premise, vous pouvez de cette manière-là utiliser le cloud, par exemple, pour redémarrer certaines applications. Et c'est Vim qui prend en charge tout le processus de migration, le processus de conversion à l'intérieur de ces différents hyperscalers et acteurs du cloud public. La dernière option, alors ça, celle-là, c'est ma préférée. Je suis un grand fan de l'instant recovery depuis plus de 10 ans. L'instant recovery, c'est sans doute une des innovations les plus emblématiques de Vim. L'instant recovery a quasiment 14 ans maintenant, c'était 2010. Et c'est une innovation qui a totalement changé l'approche en termes de restauration et qui a un peu bouleversé l'industrie. Parce qu'on est passé, il y a eu un vrai changement d'échelle en termes de temps de restauration. On est passé de plusieurs heures, dizaines d'heures de restauration à quelques minutes de restauration grâce à l'instant recovery. Avec l'instant recovery, on est capable de démarrer directement un workload depuis la sauvegarde sans faire de restauration. Okay. Aujourd'hui, l'instant recovery, en plus des VM, parce que ça a été créé au départ pour des machines virtuelles VMware, vous avez l'instant de recovery Hyper-V, vous avez l'instant de recovery de machines physiques, l'instant de recovery de disques virtuels,
l'instant de recovery de base de données, SQL, Oracle, Postgre, SQL, et l'instant de recovery de NAS. Donc on a élargi les types de workloads supportés par l'instant de recovery pour permettre d'avoir les mêmes, enfin d'en tirer les mêmes RTO sur les différents types de données que vous pouvez avoir. Bon, bah voilà, je voulais vous donner faire un panel des possibilités en termes de résilience, hein, pour que vous ayez comme ça un aperçu de ce que Vim est capable de vous apporter, de quelle manière on peut vous aider à être plus résilient et comment on peut mieux sécuriser vos sauvegardes. Clément, tu es toujours là? Toujours, j'ai écouté avec grand intérêt. Il y a deux, trois points qui, moi, m'ont bien plu. Surtout, voilà, comment aujourd'hui, quand tu as un incident, comment tu peux rapidement revenir sur tes pattes. Mais encore, faudrait-il que tu sois préparé à ça. C'est clair. C'est clair. Je regarde s'il y a des questions. Alors, une question, est-ce qu'on parle de Kasten ici ou c'est uniquement Vim? Alors, Kasten, c'est Vim. Kasten, c'est Vim. C'est le sujet des containers. Tout ce qu'on se dit là, tout ce qu'on s'est dit sur les bonnes pratiques, et tout le reste, ça reste valable pour les containers. Les containers, c'est juste une manière différente de stocker la donnée. On a des VM, on a des containers. Donc les bonnes pratiques, les best practices restent les mêmes. On peut évidemment les appliquer aussi à ce type de données. Clément, j'ai une question qui a été posée. J'ai une question qui a été posée et je voudrais que tu tranches ce vieux débat une bonne fois pour toutes. Et Laquelle? Vas-y, la dis-moi. question, c'est celle-là. Je pense qu'il y a eu un spoil. Ouais, ouais. Je veux que tu tranches, ce vieux débat. Est-ce que Windows est-il moins sécure que Linux en 2024? Clairement, clairement, absolument pas. Voire même, enfin, je pèse mes mots, hein, voire même en 2024, tu as certaines parties Windows est même beaucoup plus sécure que Linux. En fait, Linux, c'est quand même, tu as un peu ce gros fantasme, qu'on se le dise, hein, comme quoi c'est pas totalement utilisé en entreprise, donc on a un peu l'impression que personne n'attaque que Linux. Ah non, non, pas du tout. Du moment que tu as un système Linux, si tu mets pas aussi les mêmes priorités, même backup, sauvegarde, absolument tout, mais tu es totalement à poil. D'ailleurs, dernier petit point comme ça, je sais pas si vous savez, aujourd'hui, il y a aussi un vrai marché parallèle, vraiment, tu vois, où tu as deux, trois boîtes dans le monde qui sont un peu pignon sur rue, mais qui sont pas totalement vues, qui sont prêts à acheter ce qu'on appelle des RCE, donc des Remote Code Execution, ou vraiment DLP, donc Local Privilege Escalation, à des millions d'euros pour ensuite venir taper Worldwide, vraiment des vulnes, quoi. Et donc sur Linux, ça tire d'ailleurs, une fois de plus sur Linux, dernièrement, je pense que certains ont dû entendre parler de la backup, vraiment de la faille, de la backdoor sur XZ. Voilà. Histoire de, comme quoi Linux, c'est pas plus ou moins sécurisé que Windows. Bon, le Je suis débat est, désolé. Voilà. définitivement tranché. Écoute, moi j'étais de ton avis, tu vois, sans être un expert du sujet, mais j'ai toujours considéré que c'était pas l'OS le problème, c'était pas Windows le problème. Alors forcément, Windows c'est 90-95% du marché, j'en sais rien, on n'est pas loin en tout cas, mais c'est sûr que Ah c'est bah, une cible. quand en Ouais, entreprise, c'est pas loin de 98% ouais, en entreprise. Hein. ouais. Puis après, tu vas juste avoir totalement sur le côté vraiment tout ce qui va être macOS, tout ce qui va être un peu Linux. Mais en post-utilisateur, Windows, c'est pour ça d'ailleurs que tu as beaucoup, beaucoup de vulnes, mais ça fait pas pour autant que Linux soit moins sécurisé, hein. Bien au contraire. Ouais, ouais. Je suis toujours dit que c'est une question euh, de gestion de patch, voilà, de patch management rigoureuse, sérieuse, parce que je pense que Microsoft est assez réactif, en tout cas aujourd'hui, de nos jours, ces dernières années, Microsoft a été Ah, très réactif. ils sont devenus excellemment bons. Très, très, très bons. Bon, alors cette question, moi, ça me donne une transition parfaite. J'ai sélectionné volontairement. Elle n'est pas anodine. C'est que je pense que les participants sont au courant, mais tu sais, notre Vim, on a plusieurs composants dans l'infrastructure. On a ce qu'on appelle le backup server qui porte l'intelligence de Vim, qui embarque la console de gestion. Et puis autour du backup server, tu as plein d'autres composants en orbite qui vont avoir des rôles précis. Et tout ça, ça représente ce qu'on appelle l'infrastructure de sauvegarde. Okay, ça fait 3-4 ans maintenant, 4 ans qu'on a commencé un long processus chez nous, qui était de
de permettre une portabilité des composants de l'infrastructure Vim sous Linux. En tout cas, de proposer des alternatives Linux à l'ensemble des rôles de l'infrastructure Vim. Et alors, ça fait 4 ans qu'on a commencé. La majorité des rôles aujourd'hui savent tourner sous Windows ou Linux. En tout cas, nos clients ont le choix de choisir l'OS. Je rappelle quand même que 80%, voire 90% de nos clients sont full Windows. Donc ça marche très bien. Et aujourd'hui, il y a encore un composant, et pour nous, c'est peut-être sans doute la dernière étape, encore un composant qui ne tourne que sous Windows, c'est le backup server. Le backup server qui porte l'intelligence. Alors, il y a plusieurs choses à dire sur ce sujet-là. Dans notre manière de voir les choses et dans notre philosophie, le backup server, c'est pas le composant le plus critique. Si on perd le backup server, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est d'avoir les sauvegardes et le backup. Nos sauvegardes sont autonomes, portables, et on est capable de faire des restaurations avec n'importe quel autre backup server installé. Si j'ai perdu toute mon infra, le plus important, c'est d'avoir au moins une copie de sauvegarde quelque part. Sur bande, parfait, très bien. Je récupère cette copie, j'installe un nouveau backup server en 5-10 minutes, j'importe et je restaure. Je retrouve toutes mes capacités de restauration. Donc le backup server, c'est pas le composant le plus important. Maintenant, certains clients ont pu exprimer, encore une fois, c'est une minorité de clients, ont exprimé des inquiétudes, ça peut se comprendre, sur le fait que le backup server tourne sous Windows. Et donc, c'est pour ça que je voulais avoir ton avis sur ce point-là. Windows n'est pas moins sécure que Linux en 2024. Il faut assurer, faut avoir une gestion de patch management rigoureuse. Et souvent, une grande majorité de nos clients ont dans leur environnement un service qui est peut-être le plus critique d'une infrasystème, c'est l'Active Directory qui tourne sous Windows. Voilà. Et donc l'Active Directory, il faut le sécuriser, il faut le durcir, il faut mettre à jour, patcher pour avoir. C'est exactement le même principe sous Vim. Ceci dit, on a quand même écouté, et notre objectif c'est de rassurer nos clients et faire en sorte qu'ils soient le plus sereins possible pour ceux qui avaient encore des inquiétudes. Et donc, on arrive à la fin de ce processus qu'on a commencé il y a 4 ans maintenant, qui était de proposer une alternative Linux pour l'ensemble des rôles de Vim. Et donc, on est arrivé à la dernière étape. Et cette dernière étape, c'est portabilité du Vim Backup et Réplication, donc de la console de gestion, l'intelligence artificielle, sera portée sous Linux à partir de l'année prochaine. On va proposer à nos clients une alternative Linux pour le backup server. Donc voilà, la boucle sera bouclée de cette manière-là et on aura achevé ce long processus. Ça a été assez long chez nous. Les technologies de portabilité Windows et Linux ont beaucoup évolué ces dernières années. Et donc, ça n'a pas été nécessaire pour nous de réécrire l'ensemble du code. C'est un code qui a quand même 14 ans, qui est robuste, qui est mature. Donc, c'est le même code qu'on a porté sous Linux pour avoir un backup server sécurisé, protégé, en plus avec des fonctionnalités supplémentaires qui seront exclusives à cette version sous Linux. Bien. Alors, du coup, c'est la réponse. Ça me permet de répondre à la toute première question qu'il y a eu tout à l'heure au début. Je ne sais pas si tu t'en souviens. C'est vrai, ouais. C'était une question de Jean-Philippe. Voilà. J'espère que Jean-Philippe est rassuré désormais. Voilà, il nous remercie. Bon, écoute, ouais, je vois l'heure. On arrive à la fin. Je pense qu'alors on a dit plein de choses sur le sujet de cyber-résilience. Clément, je te remercie. Je pense que, alors j'espère que dans l'assemblée vous avez appris plein de choses intéressantes, que vous avez trouvé ça intéressant, passionnant sur le sujet de la cyber-résilience. Mais je pense que l'important c'est pas ce que vous avez appris ou les informations que vous avez eues, c'est ce que vous allez en faire, je pense. Ce que vous allez en faire de tout ça. Et je pense que le maître mot, si moi je devais résumer la présentation, c'est la préparation, se préparer, anticiper et travailler du mieux possible sa résilience. Mais, la préparation, elle est capitale dans ces difficultés pour renforcer la résilience de vos données. Donc on a vu tout plein de choses. Alors évidemment,
Le sujet, il est vaste, il est très large. On a parlé de méthodologie, de bonnes pratiques, de technologie côté Vim pour vous donner un aperçu de la manière dont Vim peut vous aider sur ces sujets-là. Si vous êtes en réflexion sur ces sujets-là et que vous souhaitez approfondir, n'hésitez pas à nous contacter chez Vim, à me contacter moi sur la partie technique, à contacter d'autres équipes, vos interlocuteurs habituels, techniques et commerciaux, pour approfondir ces sujets et aller beaucoup plus loin et essayer de trouver chez nous des réponses spécifiques à vos différents besoins. Clément, Je te remercie le mot là-dessus. de la fin, je te laisse le mot de la fin. Bah, écoute, je vais revenir sur quelque chose que tu as dit, mais je pense que la redite, elle est tellement pédagogique. Je vais prendre un peu l'exemple. Je ne sais pas si certains font du sport et entre autres de la boxe. La première fois où tu te prends un hypercut, je peux te promettre que tu ne repars pas la séance. Et donc, le fait de se préparer, ça te permet deux choses. Ça te permet, lorsque tu te prends un hypercut, de savoir déjà comment on encaisse un coup. Et surtout, quand tu as un genou ou les deux genoux à terre, de pouvoir rapidement te relever. Et tant que tu n'es pas préparé, hein, et ça, jamais je le dirai, hein, tu vas te faire défoncer. Donc, la préparation, il n'y a pas mieux. Être préparé encore et toujours, ça te permet que le jour J, tu sois prêt, que tu sois serein et que tu puisses rassurer à la fois tes employés, mais surtout tes clients, tes fournisseurs en leur disant pas de souci. Certes, ça arrive pas qu'aux autres, ça nous est arrivé, mais voilà tout ce qu'on met en place et on vous assure que sur X temps, tout va redevenir dans la normale. Second point, on l'a évoqué, hein, mais je pense une fois de plus, je le redis, on est qu'au début. C'est l'intelligence artificielle. Comment, dans nos différents outils, comment chez Vim aussi, tu vas intégrer de plus en plus l'IA, et surtout, bah, comment l'IA va venir révolutionner encore plus ces cyberattaques que l'on connaît. Et le troisième point, qui pour moi, en fait, on n'en a pas parlé, mais d'ailleurs, je suis un peu frustré, Arnaud, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps. Il faudrait qu'on prenne la prochaine fois peut-être 2 heures pour encore aller au-delà des choses. C'est l'aspect formation, c'est l'aspect cyber, et c'est surtout l'aspect jeunesse. Pour 2030, on estime qu'on va encore avoir énormément de pénuries, mais surtout aussi si on prend un sujet qui, moi, m'est cher, je sais aussi qu'il t'est cher, et de manière générale à Vim, comment déjà sur le continent, on met en place là-bas des formations, parce qu'on va avoir de plus en plus une informatique, un Internet qui va grossir de plus en plus avec de la digitalisation, comment on forme des ingénieurs prêts à répondre à tous ces défis. Donc voilà un peu mon mot de la fin, comment ensemble, parce qu'on tire tous dans la même direction, on peut faire des choses bien sur la cyber, quoi. Merci Clément. Merci Arnaud et merci à tout le monde d'avoir été présent. Merci à tous. Bonne fin de journée, bonne fin de semaine à tous et puis à bientôt. Ciao. Salut.